Alors que sort mercredi la suite de la suite du reboot de La Planète des Singes, celui avec César, James Franco, tout ça, on revient aujourd'hui sur la science cachée dans ce film. Est-ce qu'on peut tailler la bavette avec des chimpanzés? Est-ce qu'ils peuvent jouer avec la PlayStation avec les pieds, vu que ce sont des mains? Est-ce qu'ils sont naturellement plus intelligents que nous, puisque justement pour les mêmes raisons, ils peuvent pas jouer au foot? Autant de questions auxquelles on ne va pas répondre aujourd'hui. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, on partage. Si je dis nimp, il y a les commentaires pour ça. Et sinon, désormais triste tradition, vérifiez bien que vous êtes toujours abonné. 15 messages dans la dernière vidéo pour me dire que non. YouTube vous fait sauter les abos comme ça, sans vous le dire. Donc juste, voilà, un petit coup d'œil. Et sur ces bonnes paroles, place aux partenaires de cette vidéo, les redoutables inconnus. Qu'est-ce qu'on attend là? On attend Pascal. Pourquoi faire? Parce que j'ai à vous causer que j'ai pas envie de faire de service. Et tu peux pas déjà nous exposer l'urgence? Non, parce que j'ai rien contre le fait de me faire tirer du Pajot à 6 du mat, mais j'aime autant savoir que c'est pas pour des nefles. Si je vous ai convoqué, vous doutez bien qu'il y a matière. Je suis pas la reine d'Angleterre, mais je suis livré quand même avec un minimum de savoir-vivre. Excusez du retard, Dis donc, quand je te convoque, tu pourrais tâcher moyen d'être à l'heure. Et oui, mais je fais ce que je peux, moi, J'ai de la route, et contrairement à vous autres, j'ai pas les moyens de loger local. Mais maintenant que je suis là, s'il y a moyen de s'activer un petit peu, non, parce que j'ai éventuellement laissé un petit dossier sous les draps, et j'aime pas remettre au lendemain les tâches importantes. Ouais, je pense que tu peux déjà la prévenir que tu vas gonfler ton compte de RTT. Comment vous voulez dire, chef? Je vais pas y aller par 4 chemins, le bateau prend l'eau. Il y a des fuites. À chaque fois que je branche ce machin, j'ai l'impression de balancer ma vie entière à des gens que je sais même pas qui c'est. Donc, vous allez vous coller à la recherche de mes données. Qui c'est quoi, et vous allez vous charger de leur faire oublier qu'on existe. Et je veux ça pour hier. Non, parce que les courriers promo pour les charmes de Lulu du 77, ou le fait de savoir que je me fournis en rouquin chez le petit Cavi du 7ème, non pas que ce soit classé secret défense, mais j'aime autant garder ma petite part de mystère, si vous voyez ce que je veux dire. Non mais pour ça, il y a Inconi. Inconi, comme Paul et Raoul? Non, ça c'est les Volphonies. Non, moi je parle d'Inconi. C'est quoi ce bestiau? C'est un service en ligne. Ça va chercher vos données associées à votre mail qui ont fuité un petit peu partout, comme votre adresse, votre numéro de téléphone ou vos habitudes de consommation, et ça va faire les demandes auprès des entreprises qui possèdent les données et les effacer. Ils vous tiennent au courant de l'avancée du truc, et ils se chargent de vous faire disparaître de la toile. Vos données perso qui se sont dispersées un petit peu partout façon puzzle, disparues. Et vous m'avez pris pour un premier prix de science ou quoi? Non, mais pas besoin d'être un voltigeur de l'informatique, vous avez juste à rentrer votre mail et Inconi se charge du reste. Ça évite les fuites vers les tiers inconnus, que tes infos soient vendues sous le manteau façon Porte de la Chapelle à des malveillants, si tu vois ce que je veux dire. Non, parce que ta Lulu, là, à mon avis, elle est pas plus du 77 que moi je suis évêque supérieur. Inconi t'évite les petits tracas du quotidien liés à la navigation sur internet, quoi. Tu protèges tes infos, tu maîtrises où ça part. Bon ok, admettons que je vous fasse confiance, comment j'accède à votre merveille là? Vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît sous la vidéo, et en plus, vous bénéficiez de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Du coup, on peut retourner se coucher, vu qu'Inconi fait le boulot à notre place. La Planète des Singes, les origines, ou la montée de la Planète des Singes, pour nos amis québécois qui traduisent tous les titres américains mot à mot, réalisé par Rupert Wyatt et sorti en 2011. C'est une toute nouvelle interprétation des fameux romans de Pierre Boulle, dont les films s'inspirent quand même très librement. On garde le concept des singes qui prennent le pouvoir sur les humains sur la planète, mais le pourquoi, le comment, ici, sont très différents des vieux films des années 60 avec Charlton Heston. Ouais, le mec s'appelait vraiment Charlton. Autant il a changé son nom de famille qui était Carter à la base, mais sinon Charlton c'est son vrai prénom. Et très différent de l'excellente interprétation de Tim Burton, dont on parlera peut-être un jour dans Le Génie Incompris. Donc ici on n'est pas sur une histoire de voyage dans l'espace et de distorsion temporelle, on est plus sur une interprétation scientifique de l'avènement de la montée des singes sur la planète, qui je trouve est quand même très intéressante. Globalement même je trouve la trilogie très cohérente et solide, elle est très agréable à regarder, avec une qualité d'effets spéciaux tout à fait à la hauteur. Bref, on va voir un peu tous les aspects scientifiques abordés dans ce film, qui vont nous servir tout simplement à comprendre ces aspects-là dans notre monde réel. Vous commencez à en avoir l'habitude sur ce format. Le film commence par la capture de singes dans leur environnement naturel. Donc a priori, c'est des bestioles tout à fait normales, simples, basiques, naturelles. Et le plan d'après, on voit une guenon jouer à la tour d'Hanoï. La tour d'Hanoï, c'est un jeu assez connu qui consiste à déplacer une pile de disques de la tour 1 à la tour 3. Pour ça, on peut pas mettre un disque plus grand sur un disque plus petit, donc il faut bouger dans un certain ordre. C'est un exercice assez répétitif une fois qu'on a compris le principe, mais qui demande quand même un minimum de réflexion à la base. C'est d'ailleurs un exercice assez connu pour les développeurs de créer ce jeu avec ces contraintes-là, et ensuite de créer un algorithme pour le résoudre. Il y a un nombre de coups minimum, bien entendu, pour un nombre de rondelles données au départ, et donc la guenon numéro 9, jolis yeux de son petit sobriquet affectueux, réussit l'exercice en 20 coups au lieu de 15, et de plus en plus rapidement, puisqu'à chaque fois qu'elle réussit, elle a à bouffer. Will Rodman, joué par James Franco, est un scientifique visiblement en charge d'une étude sur l'intelligence des bestioles. Il a administré une dose du fameux sérum magique dont on a déjà parlé dans la dernière vidéo sur Batman et Robin, le produit miracle qui cause tous les soucis,
ou à l'inverse résout tous les problèmes dans les films, et le singe montre déjà une amélioration de ses capacités cognitives. Et c'est tout ce qui va nous intéresser dans cet épisode. Bon là, Will est très impatient, hein, il a un résultat, et avant même de le confirmer à travers un protocole expérimental un petit peu plus strict, hein, avec d'autres sujets, des groupes témoins, éliminer les données parasites, et éventuellement le faire relire par un comité de lecture, enfin bref, tous ces trucs longs et chiants hein, qui prennent du temps dans la vraie vie, il décide de lancer l'expérimentation sur des humains, voilà, comme ça, Osbul, façon Yachu de Marseille. Ce à quoi son chef lui répond que ce sont les actionnaires qui décident. Et heureusement, non. Mais bref, on est dans un film où il est parti. Il présente donc son sérum de thérapie génique, l'ALZ-112, censé aider le cerveau à créer de nouvelles cellules et à se régénérer, ce qui constituerait donc un très prometteur remède contre Alzheimer. Mais déjà, premier problème, son singe n'avait pas perdu de capacité cognitive, donc a priori, même si le sérum a reconstitué son cerveau, il a reconstitué un cerveau de singe, et non pas un cerveau supérieur à ce qu'il était censé être au début. Dans un protocole probablement imaginé par Yann de 12 parsec, tellement le truc est carré et sans faille, deux gars en blouse à bac plus 63 à eux deux, mais qui n'ont visiblement jamais levé une pompe de leur vie, essaient d'attraper un animal déjà ultra vénère à la base, et fort comme si turc. Et bien entendu, oh là 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 là, on s'en doutait pas du tout, ça tourne mal. Beauzieux les agresse, et elle peut s'échapper en toute quiétude parce que tout le labo est ouvert bien entendu, et qu'absolument rien n'est prévu pour ce genre de transfert. Will continue son petit speech de présentation devant les actionnaires après une seule étude, et comme par hasard, Beauzieux crapahute à travers tout l'immense labo, et débarque pile en salle de réunion, après avoir tout pété. Et comme on est aux États-Unis, les gardes lui tirent dessus et l'abattent. Comme dans un bon épisode de Bibip et le Coyote, plutôt que de corriger le protocole, de comprendre ce qui a merdé et de mettre en place de nouvelles règles suite à ce qui n'est quand même qu'un simple incident, hein, après 5 ans d'études et des millions investis, on décide d'abattre tous les singes, de fermer le service et de virer tout le monde, parce que bien sûr. Un avion se crache! Interdisons tous les avions! Une centrale nucléaire montre une défaillance quelque part dans le monde! Vite, interdisons toutes les exploitations nucléaires! Un vaccin n'est pas 100% efficace du premier coup, quelle que soit son utilisation. Vite, ne nous faisons pas vacciner. Vous imaginez s'il y avait vraiment des gens qui réfléchissaient comme ça dans la vraie vie? N'importe quoi, mais bon, en tout cas dans le film c'est ce qui se passe. Finalement, ils abattent tous les singes et se rendent compte que Beauzieux en fait avait un bébé. Tout à fait plausible, dans un laboratoire ultra surveillé, de ne pas avoir vu un bébé dans une cage. Bébé visiblement en gestation dans le ventre de sa mère au moment où elle a été soumise à la thérapie génique. Il n'est donc a priori génétiquement modifié lui aussi, avec potentiellement donc une capacité cognitive supérieure à celle de ses semblables. Et donc là, Will va être confronté à une problématique. Devoir l'exfiltrer ou le transformer en méchoui comme tous les autres. Et donc là, pas de problème, hein, il arrive bien entendu à sortir le singe dans un carton. On apprend alors que le père de Will est lui-même atteint d'Alzheimer, et donc à quel point ces recherches sont importantes pour lui. Petite ellipse, et on arrive 3 ans plus tard. César montre des capacités cognitives étonnamment supérieures à celles d'un enfant de 8 ans. Et en même temps, c'est pas bien compliqué, un enfant de 8 ans, c'est quand même très con. Quoi? Tu connais la dérivée de pi de x? Voilà. Donc, elle était punie, file dans ta chambre. Mais pourquoi? Tu sais résoudre la tour de Hanoi en 15 coups, toi? Mais je sais même pas ce que c'est, la tour de Hanoi. Et ben voilà, le singe, lui, il sait. Bref, 3 ans que Will travaille avec César, qu'il note ses progrès intellectuels, et note que ses yeux sont verts, probablement les effets secondaires de la thérapie génique reçue par sa mère. Alors une thérapie génique, on en a déjà parlé plus précisément dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez entrer un peu plus dans le détail. Ici, nous, on va juste rapidement résumer. En gros, notre ADN, l'ensemble de nos gènes, code des protéines qui vont déterminer une bonne partie de nos caractéristiques. Couleur des yeux, couleur de peau, la taille, l'intelligence, le boule. Oui, j'ai des cheveux de merde, je veux pas être tout merdique non plus, pas déconner. Bref, c'est notre manuel de montage. Oui, Jean-Mi, commentateur précoce, on va y revenir sur l'intelligence. Problème, une instruction enregistrée sur votre ADN peut être mauvaise et donc coder la mauvaise protéine et donc créer ce qu'on appelle des maladies génétiques. Il y a plusieurs types de mauvais codage. On peut remplacer une pièce par une autre, on peut oublier cette pièce, ou alors on peut carrément décaler toutes les instructions d'une pièce au début. Voilà, on en oublie une, et toutes les autres se décalent. Vous vous retrouvez qu'un rein à la place des oreilles, les pieds à la place du... Mais encore une fois, je vous renvoie vers cette vidéo pour plus de détails. Et donc, dans l'arsenal médical pour lutter contre ces maladies, soit on garde le gène défectueux et on compense avec des médicaments. Par exemple, ton manuel de construction ne t'a pas donné les instructions pour fabriquer le merdier qui va produire l'insuline. Et tu vas donc décéder d'un excès de sucre dans le sang. À moins qu'on t'injecte cette insuline qui te manque régulièrement à la place. Ton corps ne fait pas son taf, mais on va pouvoir compenser le manque. Par contre, la machine, elle, est toujours défectueuse. On a juste compensé. Un peu comme si ta bagnole bouffe de l'huile, soit tu répares,
soit tu rajoutes de l'huile. Sinon, autre possibilité, on va tout simplement venir réparer ce qui déconne directement dans ton corps, réparer la voiture. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des thérapies géniques, des médicaments qui vont venir modifier notre ADN pour que le truc qui ne fonctionnait pas jusque-là se mette enfin à fonctionner correctement. C'est délicat, c'est coûteux, mais depuis plusieurs années, les résultats sont là, efficaces, convaincants. Maintenant, la question est qu'est-ce qu'on considère comme défectueux ? Certes, le gène responsable du cancer du sein, c'est clairement un truc défectueux qu'il faut réparer. Mais on peut aussi vouloir réparer des gènes qui fonctionnent très bien, mais pour qu'ils fonctionnent encore mieux. Augmenter la taille, la masse musculaire ou encore l'intelligence. Et là arrive donc la problématique, qu'est-ce que l'intelligence ? Par définition, l'intelligence, c'est la capacité d'un individu à répondre à une situation qu'il ne connaît pas. C'est totalement différent de la culture. On peut connaître le nom de la capitale du Botswana et être quand même con comme une valise sans roue. Inversement, on peut être très intelligent sans avoir beaucoup de culture. Même s'il est vrai, plus on sait de choses et plus on va être capable de synthétiser de nouvelles idées en fonction des connaissances déjà acquises. L'intelligence, ça va donc être cette capacité à dépasser ce qu'on sait pour créer de nouvelles choses, formuler de nouvelles idées et voir au-delà de ce qu'on sait déjà. Et alors oui, on est du verbe naître, nous naquissons tous plus ou moins intelligents. Si, commencez pas avec votre angélisme effarouché, c'est gênant pour tout le monde. De la même manière qu'on est tous avec des prédispositions physiques et sportives propres à chaque individu, les capacités cognitives sont différentes d'un individu à l'autre. Alors après, bien entendu, l'intelligence c'est comme un muscle. Tu peux avoir toutes les prédispositions du monde, si tu la travailles pas, ça sert à rien. L'intelligence a une partie innée, une partie acquise, mais également une partie physique et matérielle qui se trouve être notre cerveau. Et c'est là qu'on arrive à un choix. Soit on passe 6 heures pour à peine effleurer la surface de ce que c'est le cerveau, soit on va simplifier à l'extrême. On va simplifier à l'extrême. L'intelligence va être déterminée par la taille de certaines zones du cerveau, par sa capacité à se réorganiser, sa plasticité et la proportion de différentes cellules. Tous les neurones ne produisant pas de la réflexion. Donc, à admettre qu'on connaisse précisément les gènes responsables de l'intelligence, ou par un heureux hasard de recombinaison via une thérapie génique, on pourrait essayer peut-être d'optimiser l'intelligence d'un individu. Sauf que, problème, le cerveau se répare, il se modifie, mais il ne crée pas vraiment de nouveaux neurones au cours de la vie. Ouais, les cellules de la peau se renouvellent en permanence. En quelques semaines, vous avez une toute nouvelle peau. Voilà, la peau que vous aviez il y a 3 mois, par exemple, c'est pas la même que celle que vous avez aujourd'hui. Pareil pour vos intestins, vos poumons, même les os. En gros, vous êtes une nouvelle personne tous les 7 ans. Alors, encore une fois, avec des cycles de régénération totalement différents d'un organe à l'autre. Mais a priori, tous les 7 ans, vous n'avez plus aucune cellule en commun avec le vous d'il y a 7 ans. Quand ce film est sorti, vous étiez totalement différents. Sauf le cœur, les yeux et le cerveau. Apparemment, ces 3 organes-là, enfin 4 puisqu'il y a 2 yeux, de ce que j'ai compris, ne se renouvellent pas. Les cellules ne bougent pas, c'est les mêmes quasiment du début à la fin de la vie. Dites-moi dans les commentaires si j'ai dit de la merde pour les yeux et le cœur. J'ai vu plein d'articles qui en parlaient, et en même temps, les gens à qui j'ai demandé de me confirmer m'ont dit que c'était pas vrai. Donc je sais pas trop. Bref, de toute façon, pour les yeux et le cœur, on s'en fout, c'est pas le sujet ici. Mais pour le cerveau, par contre, il semble bien que ce soit le cas. Une étude de 2018 qui est quand même assez carrée semble bien confirmer que le cerveau ne crée pas de nouveaux neurones. Ou en tout cas, très peu. Ce qui veut dire, admettons qu'on te file de nouvelles instructions pour corriger ou améliorer ton modèle Lego. Comme cette DeLorean, par exemple. J'ai bien 3 versions du truc. Si je change une pièce toutes les heures, par exemple, je garde la même instruction, et donc je vire cette pièce, je la jette, je vais la remplacer par une même pièce, identique, et ainsi de suite. Ma bagnole restera la même, identique visuellement et avec les mêmes fonctionnalités. Et au bout de 78 jours, avec 1872 pièces entièrement nouvelles. Limite, je pourrais en refaire une identique avec les pièces que j'ai changées. Maintenant, si à un moment je change de manuel, je vais jeter une pièce et la remplacer par une autre. Ma voiture va peu à peu se changer pour passer du modèle 2015 au modèle 1885 par exemple. Ça va être ma thérapie génique. Au bout de 2 mois et demi, j'aurai une nouvelle bagnole légèrement différente de sa version d'origine. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si je change pas de pièces ? Je change plus de pièces, ou alors que quelques-unes de temps en temps, ou alors que, par exemple, à ce niveau-là. Voilà, cette partie-là, j'y touche pas, je change que des pièces à ce niveau-là. Pourtant, les instructions me disent de changer cette partie-là. Donc, je peux avoir toutes les instructions du monde, si mon char reste sur l'étagère sans que j'y touche, je vais pas me lever un matin avec une nouvelle version. Et c'est donc ce qui se passe dans notre cerveau. Tu peux lui balancer toutes les nouvelles instructions que tu veux pour lui booster la RAM, le processeur, la carte graphique. Si le truc bouge pas, il va rien suivre du tout. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, on pourrait peut-être modifier des gènes d'un individu pour augmenter son intelligence
pour optimiser son cerveau par rapport à ce que son ADN produit naturellement, à supposer, toujours pareil, qu'on identifie les bons gènes, parce que bien entendu c'est un petit peu plus complexe que simplement tourner un bouton pour augmenter l'intelligence d'un côté, ou à l'inverse devenir un spectateur de Superama. C'est un ensemble de gènes qui vont agir sur un ensemble de propriétés, mais il faudrait pour ça agir sur le fœtus, au moment de la création du cerveau. Ça n'aurait plus d'effet après un certain âge. Et donc dans le cas du film, c'est pas aberrant que ça puisse fonctionner sur le bébé César. Un petit peu plus compliqué sur sa mère par contre. Maintenant, ce que nous dit le film, c'est que c'est un traitement de thérapie génique pour combattre Alzheimer qui a augmenté l'intelligence de la guenon. En effet, grâce à cette thérapie, son cerveau aurait pu gagner sur une des propriétés qui est sa plasticité, sa capacité à se réarranger. Sauf que Alzheimer, ça n'a de cause génétique que dans 0,1% des cas. Une thérapie génique ici n'aurait pas grand effet. Ou en tout cas, d'un point de vue commercial et médical, un intérêt très limité. Mais alors déjà, c'est quoi Alzheimer? Tout le monde en a déjà entendu parler, c'est la superstar des maladies neurologiques avec Parkinson, neurodégénérative plus exactement. Près de 1,5% des personnes âgées de 65 à 69 ans et jusqu'à 25% des plus de 90 ans souffrent d'Alzheimer. C'est une maladie neurodégénérative, donc progressive, qui affecte le cerveau et entraîne une détérioration de la mémoire, de la pensée, de la compréhension, du raisonnement et finalement de la capacité à effectuer les activités quotidiennes. C'est la forme la plus courante de démence chez les personnes âgées. Et le truc est caractérisé par la présence de plaques de protéines bêta-amyloïdes, de leur petit nom pipou, notamment dans le cortex cérébral et l'hippocampe, qui sont impliqués dans la mémoire et la cognition. On sait encore pas trop si c'est la cause ou la conséquence, mais a priori, ces plaques empêchent les neurones de communiquer entre eux, les privent de nutriments, ce qui les fait mourir petit à petit. Et donc, vu que l'apparition de ces plaques n'est pas d'origine génétique, même si on avait une thérapie génique efficace pour faire repousser les neurones et les réarranger, ça serait aussi con que de te faire repousser des doigts parce que les tiens se mettent à sécréter de la purée, t'empêchant d'attraper des trucs. Ce qu'il faut, c'est agir sur la sécrétion de purée, pas sur le nombre de doigts. Et malheureusement, il n'existe encore pas de traitement curatif pour ça. Les traitements actuels visent principalement à soulager les symptômes et à ralentir la progression de la maladie. Donc non, ni thérapie génique, ni processus miracle pour le moment, même théorique, pour répondre aux défis d'Alzheimer. Autre problème, au-delà de ça, même si on avait les possibilités d'améliorer les capacités cognitives chez un chimpanzé, son intelligence resterait limitée par la forme de son crâne. En effet, dans l'évolution, les facteurs de l'émancipation de l'intelligence humaine sont nombreux. Le fait de pouvoir manger de la viande, des aliments cuits facilitant l'assimilation des nutriments, a aidé au développement de notre cerveau, mais également notre position. Le fait que nous soyons passés d'une marche à quatre pattes à la bipédie nous a permis de libérer l'espace dans le crâne. On le voit à la différence de forme de crâne entre les singes et les humains. Il y a plus de place chez nous. Et en plus, malgré cette place plus importante, notre cerveau doit encore être replié sur lui-même pour pouvoir offrir plus de surface et de possibilités de connexion. À l'inverse de ces cons de koalas, dont le cerveau est aussi lisse qu'une tranche de poulet. Ouais, les koalas, c'est vraiment des gros cons. La contrepartie, c'est que notre cerveau est tellement gigantesque qu'il demande une énergie folle à alimenter. Si nous étions plus intelligents avec un plus gros cerveau, ou un cerveau qui fonctionne plus, on devrait se nourrir encore plus, ou alors sacrifier une autre partie de notre corps. Voilà, question de compromis, comme toujours. Et c'est donc la même chose pour les singes. Ils ne sont pas prévus pour alimenter un cerveau plus gourmand, plus performant, et qui de toute façon n'aurait pas la place de loger. Maintenant, attention, les singes sont loin d'être cons. Ils peuvent peut-être pas synthétiser la théorie de la relativité générale, mais ils sont capables de communiquer et de produire des raisonnements complexes. Ils font également preuve de sentiments qu'on disait jusque-là humains, comme par exemple l'empathie. Mais qu'en est-il du langage? Évidemment, les singes communiquent entre eux, même s'ils n'ont pas de langue à proprement parler. Progressivement, on voit César apprendre à parler en langue des signes, produire des raisonnements de plus en plus complexes, pour dire ses premiers mots et carrément parler dans la suite de la saga. Et en parlant de saga, dites-moi dans les commentaires quelle est la plus grande saga cinématographique de l'histoire pour vous, et pourquoi James Bond. Dans le film, on voit César maîtriser parfaitement la langue des signes. Comme on vient de le voir, c'est pas aberrant. Jane Goodall, la primatologue britannique qui a passé sa vie avec les singes, communiquait avec eux de cette manière. Coco, une femelle gorille, signait plus de 1000 mots et en comprenait plus de 2000. Donc oui, il est possible de communiquer, de se faire comprendre, d'échanger, et encore plus avec un singe encore plus intelligent forcément. Par contre, pour la parole, c'est plus complexe que ça. On pensait jusque-là que la forme du larynx des singes ne permettait pas de produire des sons complexes spécifiques à la parole. Alors que dans leur cerveau, l'aire de Broca responsable du langage, elle est bien présente. Mais une étude du 8 août 2002 semble plutôt pointer du doigt l'absence d'un gène appelé FOXP2 chez nos cousins. Ce gène code une protéine qui permet à notre cerveau de différencier les sons, de les détacher et donc d'autoriser la syntaxe de la parole. On constate une défaillance de ce fameux gène chez certaines personnes atteintes de troubles du langage. Donc là oui, une thérapie génique pourrait avoir tout son sens. Maintenant, on sait l'importance du langage dans la synthèse de la pensée complexe. On voit que l'arme du vocabulaire a un vrai impact sur la réflexion et que certaines émotions sont exprimées dans certaines langues et pas d'autres du fait de l'existence de certains mots pour les exprimer. Et il y a toute une philosophie autour du langage,
l'appauvrissement du vocabulaire, effectivement, on fait monter les extrémismes et les tensions, puisque justement on n'est pas capable de synthétiser des pensées plus complexes dues à ce manque de vocabulaire. Mais du coup, si au lieu d'agir directement sur le cerveau, Will avait agi sur la capacité des singes à parler, et donc indirectement à produire des pensées plus complexes. Peut-être que leur cerveau se serait indirectement adapté à cette nouvelle compétence en se réorganisant différemment. L'évolution s'est toujours faite par différentes crises qui ont poussé à évoluer. Cette crise a peut-être pu venir du langage chez César. Il a une capacité de langage plus importante, donc une capacité de réflexion plus importante. Bon, alors par contre, bravo pour le résultat, hein, déjà, mais pas GG pour le scientifique totalement incapable de choisir le bon gène à modifier. Hein. Là, à ce niveau-là... Alors, j'ai pas trouvé la recharge de la clim, hein, mais je sais pas ce que j'ai touché, votre carbu, il tourne comme jaja. Hein. La planète des singes, le commencement, est un super film, hein, très bien construit, avec des bons effets spéciaux, qui a amené une saga vraiment solide et vraiment cool à voir et à revoir. La performance d'Andy Serkis en César, tout bonnement hallucinante, et vestige d'une époque où on se souciait encore d'avoir des effets spéciaux cohérents. Et en vrai, les petites approximations scientifiques n'empêchent pas de l'apprécier. Encore une fois, dans un film, c'est compliqué de prendre le temps de la science dans la vraie vie. Et du coup, voilà, ça passe. Enfin, en tout cas, comme d'hab, j'espère que vous aurez appris des trucs. Dites-moi en commentaire si vous voulez approfondir un sujet et je le traiterai pas en vidéo. Non, j'ai plus de place dans mon planning pour de nouvelles vidéos. Bref, partagez cette vidéo. Si vous êtes Alzheimer, n'hésitez pas à la revoir. Et la semaine prochaine, on ira se balader à New York avec une bestiole mi-homme, mi-araignée et remi-homme derrière. Merci à Inconi d'avoir permis de produire cette vidéo. Si vous voulez participer à l'effort de guerre, il y a toujours les Tipeee. Des bisous et n'oubliez pas que les gènes sont partout.